L'anorexie mentale est certes une pathologie psychiatrique qui est caractérisée par une restriction alimentaire volontaire autour de laquelle va s'organiser toute la vie sociale, familiale et alimentaire de la patiente. Le retentissement somatique peut être grave, parfois au premier plan, de par la dénutrition ou de par les complications liées au comportement pathologique associé, on va les voir après, engageant parfois le pronostic vital. C'est à ce moment-là que nous, on intervient. Et puis l'ancienne triade des 3 A, anorexie, aménorrhée, amaigrissement. L'anorexie n'est plus à l'ordre du jour aujourd'hui, étant donné le nombre de jeunes filles sous contraception orale, et donc ce n'est plus un critère diagnostique, considéré en tous les cas comme critère diagnostique. Donc rapidement sur l'épidémiologie, juste pour vous dire que c'est une pathologie relativement fréquente chez les jeunes adolescentes, les femmes jeunes. Et puis ma conviction personnelle, et je pense qu'il y a des arguments aussi objectifs, c'est que l'augmentation notée ou recensée ces dernières années, l'augmentation de la prévalence et de l'incidence de l'anorexie mentale, est essentiellement liée à une meilleure connaissance de ces troubles, d'abord par les médecins spécialistes, mais aussi par les médecins généralistes. Aujourd'hui, on communique beaucoup dans les médias sur l'anorexie mentale, sur les troubles alimentaires, donc je pense que la communauté médicale est largement plus sensibilisée que ce qu'elle ne l'a été auparavant. Et aussi, la population générale également est plus sensibilisée et plus informée de ces troubles. Je passe rapidement sur l'âge moyen du début et la prédominance féminine. Alors la morbimortalité de l'anorexie mentale, on sait que c'est une maladie qui peut se chroniciser et qui peut évoluer par poussée et rémission. Donc la durée moyenne de la maladie est de 7 ans. La mortalité est plus élevée dans l'anorexie mentale que dans toutes les autres pathologies psychiatriques. 5 à 7% de décès par des cas d'évolution. On sait que dans les extrémités, dans les formes les plus graves, la mortalité est beaucoup plus élevée, elle peut atteindre jusqu'à 14%, à savoir que les patientes les plus graves psychiatriquement sont aussi les plus graves d'un point de vue somatique. On pense que 50% des patients atteints de troubles du comportement alimentaire, essentiellement d'anorexie mentale, ne consultent jamais. Alors probablement c'est les formes les moins graves, les formes subsyndromiques qui ne consultent pas. Et puis l'évolution après la prise en charge, elle est variable. 50% d'évolution favorable quand même, 30% d'amélioration partielle. Donc c'est pour ça qu'il faut continuer à se battre. C'est pas une maladie, c'est pas une fatalité. On peut guérir de l'anorexie mentale. Donc je pense que ça c'est un message important. Et bien sûr 20% de formes chroniques et sévères. Et dans ces 20%, c'est dans ces 20% qu'on retrouve le plus de mortalité. Il y a des écrits dans la littérature générale qui vont dans le sens que l'anorexie mentale n'est pas une maladie des temps modernes, c'est une maladie qui a été décrite à travers les siècles chez plusieurs personnes. Donc Catherine de Sienne en a parlé aussi, Cécile, impératrice d'Autriche, mais également Simone Veil. Quand on regarde, avec du recul, quand on relit les écrits sur ces personnes-là, on peut constater que qu'elle présente les symptômes d'anorexie mentale et de restriction alimentaire. Et puis si on pousse un peu la réflexion et le bouchon un peu plus loin, Antigone aurait été anorexique vu la description qu'on en fait. Rapidement, sur les critères diagnostiques que nous utilisons, les diagnostics DSM-4 et 5 maintenant, le critère le plus important, le changement le plus important, c'est la non-considération maintenant de l'aménorrhée comme un critère diagnostique, comme je vous l'ai dit auparavant, et puis les deux types d'anorexie mentale, la restrictive pure et puis l'anorexie mentale avec les conduites de purge. Je parle des conduites pathologiques associées ici parce que ça a une importance quand je vais aborder les complications somatiques, donc l'hyperactivité physique, intellectuelle, l'exposition au froid dans le but d'amaigrissement, la potomanie, la boulimie et ou les vomissements, avec ou sans vomissement, la surconsommation de médicaments purgatifs, les laxatifs, plus rarement les diurétiques, et puis les addictions associées, l'alcool, le cannabis et les drogues fortes. Comme on disait tout à l'heure, attention, toute jeune fille amaigrie n'est pas atteinte d'anorexie mentale. Il faut penser à certains diagnostics différentiels qui peuvent être accompagnés de troubles des conduites alimentaires, mais c'est des troubles des conduites alimentaires qui vont être adaptatifs aux symptômes cliniques. Donc la maladie cœliaque, donc avec un évitement de tout, peut-être spontané et sans consulter des aliments qui contiennent du gluten. La maladie de Crohn, qui est une maladie inflammatoire du tube digestif, qui donne des troubles digestifs
fonctionnel pouvant modifier les conduites alimentaires, le diabète de type 1 avant sa découverte, le diabète insipide et puis rarement les cytopathies mitochondriales. Donc avant de penser à l'anorexie mentale, éliminer une cause organique. Alors on va rentrer dans le vif du sujet et parler des complications somatiques de l'anorexie mentale. On peut les présenter comme suit. Donc les complications qui sont liées directement à la dénutrition et à ces complications. Et là, on a des complications cutanées, tels que troubles des phanères, même escarres dans certains cas, des modifications hormonales, des modifications digestives avec de la recherche et des pistes sur le microbiote intestinal, des modifications immunitaires et infectieuses, des modifications hématologiques, cardiaques, des atteintes hépatiques également, des atteintes osseuses et des atteintes carentielles. D'un autre côté, on va avoir les complications somatiques qui sont liées au comportement pathologique associé, pas forcément directement à la dénutrition. On peut avoir les hypokaliémies, les néphropathies, les troubles du rythme qui sont liés aux hypokaliémies et aux troubles hydroélectrolytiques. Les hyponatrémies, les risques convulsifs, c'est chez les patientes potomanes. Et puis les altérations dentaires qui vont pérenniser le comportement alimentaire pathologique, les œsophagites, les RGO, tout ça, on va le voir après. Et puis on a aussi, on n'y pense pas forcément, toutes les complications qui sont liées aux effets adverses de la renutrition. Une nutrition trop rapide, mal conduite, peut entraîner aussi des complications. Donc voilà. Nous, en tant que somaticiens, ce qui nous préoccupe, c'est les complications d'organes vitaux, les complications hépatiques, les complications cardiaques, mais aussi les complications digestives, parce que c'est des complications qui vont entraver la reprise pondérale. Ce qui se passe. Rapidement, ici, je vous ai mis les recommandations qui commencent à dater maintenant de 2010 de l'HAS, qui sont les critères somatiques d'hospitalisation ou de gravité chez l'adulte. Donc, on a réfléchi, puis on a gardé certains critères de gravité à la fois anamnéstiques, cliniques et paracliniques. Je ne vais pas vous les lister ici. Par exemple, comme l'importance et la vitesse de l'amaigrissement, des signes cliniques de déshydratation, les troubles du rythme, et puis l'appréciation de l'indication à une hospitalisation, à une prise en charge urgente, et évidemment laisser au bon sens clinique, à l'appréciation du somaticien en fonction de l'association de 1, 2 ou 3 critères de gravité. Alors pour le somaticien, spécialiste des troubles du comportement alimentaire, nos préoccupations cliniques, comme je vous le disais, c'est d'articuler la dimension somatique et psychiatrique des soins, d'où l'intérêt de travailler de façon étroite avec nos collègues psychiatres, mais aussi avec les autres intervenants professionnels de santé, à savoir les diététiciens, les psychologues, les kinésithérapeutes. Et puis ce qui nous fait le plus, ce qui nous préoccupe le plus, comme je vous le disais, c'est la fréquence et la gravité des atteintes des organes vitaux, qui sont le cœur et le foie. Et puis également le quotidien des troubles digestifs fonctionnels, qui a un retentissement somatique avec douleur, troubles du transit, donc réel, et puis un retentissement psychique à type d'anxiété, de peur de la renutrition, de par les troubles et les douleurs abdominales apportées causées par la dénutrition. Et puis tout ça entraîne une moindre efficacité à la renutrition, avec un risque infectieux qui est rare mais potentiellement grave, qui est représenté par les translocations bactériennes chez les patientes qui ont des constipations assez sévères. Abonnez-vous à la chaîne Post Terre Vision sur YouTube pour être au courant de l'actualité.